Le drame de Corancez, survenu en avril 1901, c'est une aventure judiciaire, médiatique et politique qui va durer des mois. 5 enfants assassinés, un quintuple meurtre maquillé en cambriolage qui a mal tourné, un père accusé et un village d'abord uni, puis rongé par le doute. L'affaire Brière va vite devenir un sujet passionnel dans la presse française. Mais la passion, ça peut détruire. Et alors que l'instruction se prolonge, Corancez, déjà traumatisé, voit débarquer des hordes de journalistes fouillant le moindre recoin de la vie de l'inculpé, mais aussi de celles et ceux qui l'ont connu. À savoir, tout le monde dans ce petit village de 250 habitants. Nous plongeons ensemble dans l'ambiance délétère qui précède le procès, dans l'impact de la presse sur tout ce beau monde, et enfin dans le procès lui-même, tenu à Chartres en décembre 1901, sous l'œil plein de jugement de la France entière. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés de l'affaire Brière. Dès la fin avril 1901, le juge et le procureur prennent la mesure de l'émoi public. Ils savent que la presse a déjà fait de cette affaire un feuilleton quotidien. Sous la pression, ils multiplient les interrogatoires. On sollicite des hommes du village pour participer à des fouilles dans la ferme elle-même. Tout le monde met la main à la pâte. C'est ainsi qu'on retrouve l'argent dissimulé dans le mur, la veste pleine de sang, l'arme du crime. Brière est constamment interrogé sur ces pièces accablantes. Il nie tout en bloc. C'est un coup monté, il en est sûr. Les journaux publient des bribes de ses déclarations, alimentant l'idée d'un menteur manipulateur, après l'avoir soutenu quand on pensait encore qu'il était le papa du siècle. Par ailleurs, l'affaire Troppmann de 1869 étant encore dans les mémoires, on commence à comparer la sauvagerie des meurtres. Troppmann avait tué toute une famille, les Kink, dont des enfants en bas âge. Brière serait-il le nouveau Troppmann ? Ces parallèles assomment un peu plus l'opinion, déjà avide de sensations fortes. Pour le juge d'instruction, c'est du pain béni. Chaque découverte sur place renforce la thèse d'un père assassinant ses enfants, puis cherchant à maquiller tout ça en simple vol. Des centaines d'interrogatoires sont menés dans le village. À Corancez, on parle beaucoup. Parfois, souvent, pour pas grand-chose. En l'espace de quelques semaines, Corancez se mue en un lieu d'incessante perquisition. Les Lubins, voisins directs de Brière, sont interrogés plus de 30 fois. Les saugés qui tiennent le café du coin subissent pareil traitement. On leur demande de redire ce qu'a bu Brière, combien de temps il est resté, combien il a misé aux cartes, etc. Les mêmes questions reviennent pour tenter de repérer d'éventuelles contradictions. Certains craquent, d'autres se fâchent, mais nul n'ose s'y dérober car l'instruction a tout pouvoir. C'est la justice, ce monstre administratif méconnu jusqu'alors par les humbles paysans qui n'ont pour la plupart même jamais vu une ville. Les familles se lamentent, la moisson approche et les hommes sont convoqués à Chartres pendant de précieuses journées de travail. Les cultivateurs pestent, c'est la première fois qu'un crime se répercute de façon si intrusive dans leur vie. Au lieu de se consacrer au labeur, ils se retrouvent à témoigner parfois sans avoir rien à dire, forcés de prêter serment dans un bureau austère. Et pour tout ce dérangement, on leur donne une petite compensation. Accrochez-vous bien, 95 centimes de francs de l'époque. Des clopinettes par rapport au manque à gagner. La presse, de son côté, interviewe ces mêmes paysans, leur arrache des scoops ou des phrases maladroites, aussitôt grossies pour finir en manchette. C'est un climat de méfiance généralisée qui s'installe en Beauce. Dans les premières semaines, comme je vous l'ai dit, l'opinion des habitants bascule. Le portrait de Brière, d'abord celui d'un homme respecté, se noircit. Un certain Dubuisson, spécialiste de la responsabilité pénale, publie dans un journal que, je cite, « la plupart des mauvais garçons commencent par le vol et finissent par l'assassinat. » Allez hop, balle perdue, sans mauvais jeu de mots. La rumeur se met alors à tracer un parcours criminel chez Brière. De petites fraudes à l'assurance, des dettes de jeu, puis un quintuple homicide. Direct, il serait passé à l'assassinat pur et simple de toute sa famille. Un raisonnement sommaire, je vous l'accorde, simpliste, mais terriblement efficace pour forger l'image d'un coupable logique, entre guillemets. Le pivot de cette évolution, c'est la presse, bien sûr. Elle expose la moindre contradiction de Brière, la moindre rancune de ses voisins, la moindre histoire de dette ou d'infidélité. Et ce, que ce soit vérifié ou non. Plus personne ne veut se souvenir des dimanches familiaux où l'on voyait Brière prendre soin de ses enfants. On ne retient plus que les actes suspects, brodés de surcroît par un sensationnalisme journalistique.
Il devient un monstre, un infâme assassin d'enfants, alors même que l'instruction n'a pas établi de mobile solide. De mobile du tout, d'ailleurs. Il n'avait a priori aucune raison de se débarrasser de ses enfants, qu'il aimait profondément, c'est évident. Et d'ailleurs, avant que tout bascule dans l'opinion publique, on s'émerveillait de la manière dont il tenait sa maison, malgré l'absence de sa femme, dont il s'occupait de ses 5 enfants, seul, du courage qu'il avait fallu pour confier la petite dernière, afin qu'elle ait une vie peut-être plus prospère qu'à Corancez, de sa dévotion pour son travail et sa famille. Bref, le tableau de l'homme parfait, qui par-dessus le marché était un ami fidèle, un voisin aidant et prévenant. Au fil de l'été, le village vit dans un brouillard d'interrogations. On préfère parfois éviter de mentionner Brière. Quelques-uns ironisent. On pensait qu'il était brave, on se trompait. D'autres se taisent, honteux d'avoir été dupés. Ils se sentent trahis par l'homme qu'ils pensaient connaître. Les rares proches qui croient encore en l'innocence de Brière sont marginalisés, accusés de soutenir un meurtrier. L'ambiance devient délétère dans le village. Il est plus facile pour la communauté de se convaincre que tout s'explique par la faute unique d'un homme devenu fou, plutôt que de rester dans l'angoisse d'un possible criminel inconnu rôdant dans la campagne. Eh oui, ça on n'y pense pas de suite, mais si c'est pas lui, alors c'est un autre. Serait-il encore là? Que voulait-il? Seront-ils les prochains? Au café Sauger, on ne parle que du procès à venir. Les gendarmes y passent parfois, écoutant discrètement, plus ou moins planqués. Là-bas, on se connaît tous, alors leur couverture ne tient pas longtemps. La pression monte de jour en jour. On sent confusément que l'affaire Brière ne sera pas une simple instruction vite bouclée, mais un procès de grande envergure dont on parle déjà jusqu'à Paris. En août, en pleine moisson, le juge se rend encore sur place pour vérifier un détail, l'heure exacte à laquelle Brière aurait pu rentrer chez lui. Certains paysans se disent exaspérés. On a du travail, il faut moissonner, pas pointer du doigt l'un des nôtres sans relâche. Mais rien n'y fait, la machine judiciaire est lancée et les écrase un à un. Au niveau national, c'est l'explosion. De grands titres comme Le Petit Parisien ou Le Matin consacrent régulièrement leur première page à l'affaire Brière. On la compare déjà à Troppmann pour la sauvagerie ou à l'affaire Dreyfus pour le débat public qu'elle suscite. Je reviendrai sur le parallèle avec Dreyfus car vous verrez que finalement, ce rapprochement va tout changer pour Brière. Les caricatures surgissent aussi. Certaines feuilles satiriques dessinent Brière avec un couteau sanguignolant, entouré de 5 petits cercueils. Les journaux plus sérieux insistent sur l'aspect procès à haute tension, sur la participation d'experts scientifiques de l'époque pour déterminer la nature du sang retrouvé. Pour la première fois, on entend parler d'analyse de sang humano-animal, une nouveauté en 1901. Ça fascine le public, habitué jusque-là aux preuves plus simplistes comme un témoignage direct, un document qui inculpe directement le coupable ou carrément un aveu. Ces articles accroissent la curiosité et l'attrait morbide du public. On rapporte que des gens visitent la ferme de Brière comme on irait au spectacle. Ça y est, la scène de crime, on s'en fiche. On vient voir de près les matelas maculés de sang, les traces mouchetées sur les murs, et on cherche soi-même des indices comme si on allait, un samedi après-midi, résoudre l'enquête qui traîne depuis des mois. Des marchands de cartes postales en profitent pour vendre des clichés de la maison, de la cour ou du cimetière où reposent les enfants. Cette surexposition provoque l'écœurement de certains villageois, mais c'est plus fort qu'eux. La presse n'épargne personne, occupant littéralement le devant de la scène avec ce fait divers hors norme. Finalement, la date du procès est fixée. Ce sera le 16 décembre 1901 au tribunal de Chartres. Les rumeurs annoncent déjà une affluence jamais vue depuis Troppmann et son octuple homicide. On attend près d'une centaine de journalistes, un public venu de toute la région et peut-être de plus loin encore. Les bruits courent que la salle d'audience est trop petite, que le juge a demandé qu'on installe un praticable pour que l'on puisse y voir quelque chose. On compare déjà cet afflux à celui du procès Dreyfus à Rennes en 1899, c'est dire l'ampleur qu'a pris l'affaire en quelques mois. Du coup, on met tout ce beau monde dans un hangar, rien de plus, comme du bétail. Ils sont là, tous collés, à attendre le fin mot de cette histoire. Les magistrats ont honte de cette mise en scène de la justice. Chartres n'est quand même pas un patelin paumé, et voyez quelle image on donne de la justice française, une honte. Brière, lui, apprend peu avant le procès que le juge Belat sera chargé de présider l'audience. On le décrit comme un magistrat sévère, prompt à couper la parole, aimant la raillerie. Pas de quoi rassurer l'accusé. Son avocat, un certain maître Combi, a fort à faire car la rumeur publique est déjà contre Brière. Les journaux s'interrogent sur le mobile, on a évoqué le remariage, le désir de se débarrasser d'enfants encombrants ou encore la crise financière.
Non seulement aucun mobile n'a été prouvé, mais c'est dans l'air du temps. On veut voir en Brière un ogre, un assassin déterminé, prêt à sacrifier sa progéniture pour arriver à ses fins ou juste à survivre. Du vrai storytelling. Le 16 décembre, Chartres est en ébullition. On a construit un espace surélevé pour que les spectateurs puissent suivre le procès. Et on a fait venir un facteur de télégraphe directement à côté du parterre des journalistes pour envoyer des dépêches en direct aux rédactions parisiennes. Dès 7h du matin, une foule fait la queue devant le tribunal et le hangar de fortune pour espérer assister au débat. À l'intérieur, l'atmosphère est pesante. Des avocats, des policiers, des juges et surtout des journalistes, crayons en main, prêts à noter la moindre phrase choc. Brière est amené dans le box des accusés, encadré d'un gendarme. Il est vêtu simplement, semble pâle, visiblement très amaigri. On le dit tendu, mais il essaie de garder son calme. Le président Bella rappelle les faits. La nuit du 21 avril, 5 enfants assassinés, un père retrouvé blessé de manière superficielle, des indices l'incriminant sur place, aucune autre piste sérieuse, etc. L'avocat général, solennel, décrit l'affaire comme un cas effroyable d'infanticide collectif. L'auditoire frissonne. Personne ne salue l'accusé, on le regarde comme une bête curieuse ou un monstre. Viennent ensuite les témoins. D'abord Bouvet, Léon Baron, sa femme, qui ont découvert le carnage. Ils décrivent la scène, la position de Brière sur la route, ses blessures à peine visibles. Puis on convoque le médecin de famille qui confirme que Brière n'était pas blessé sérieusement, qu'il n'avait aucune trace de lutte intense contre d'hypothétiques voleurs. Déjà, l'accusé se crispe, proteste doucement, mais le juge Bella le coupe, le sommant de se taire. Ça commence mal pour Brière. Puis, c'est le tour des voisins, comme les Lubin, qui assurent qu'ils se sont toujours méfiés de Brière. Je pose ça là, mais la maîtresse qu'on a trouvée à Brière et qui existait bel et bien, c'est la femme de son copain Lubin. Sympa le pote, hein. On mentionne aussi l'incendie de 1887, la tromperie, les dettes. On appelle la maîtresse présumée jusqu'ici de Brière, Véronique Lubin, qui balbutie qu'elle n'a jamais posé d'ultimatum au père concernant ses enfants. Rien n'en sort de concret, mais l'effet est dévastateur pour la défense, car le public et les journalistes se font un plaisir de la décrire comme une, je cite, paysanne laide en jaquette citadine, ridiculisée dans son apparence. On en retire juste qu'il n'y a aucun témoin direct qui parlerait d'un autre coupable. Donc, tout accuse Brière. Ce qui est dingue, c'est que ce mobile possible de la maîtresse, qui demande à Brière de se débarrasser de ses enfants pour elle, est complètement discrédité à ce moment-là par la simple apparence de la fille, une pauvrette de la campagne. Comme si elle n'était pas assez bien pour qu'on puisse vouloir tuer pour elle. C'est un peu le monde à l'envers, hein, là-dedans. Et puis imaginez la scène avec la Véronique Lubin, prise en faute par la presse nationale, et toute une foule de magistrats, qui fait cocu son mari depuis des mois, voire des années, avec un assassin d'enfants en plus. Sa vie à elle, quoi qu'il arrive, est ruinée. Pourtant, au fil des audiences, on constate qu'il n'y a pas d'aveu, pas de témoins formels, pas de mobile clairement établi, juste un ensemble d'indices, l'arme du crime, les taches de sang, la dissimulation d'objets, la version bancale de Brière, etc. Je reviens pas dessus. L'avocat de la défense tente de souligner ses faiblesses. Pas de preuves scientifiques certaines que le sang soit humain et pas du sang de lapin dans le sac. L'analyse n'est pas infaillible en 1901. Pas de justification logique au fait de laisser le père en vie si c'était vraiment des voleurs. L'ambiance est si électrique que la moindre intervention de la défense est accueillie par des murmures réprobateurs. Comme si elle n'avait même pas lieu d'être. On relate que le juge ironise parfois sur les explications de l'accusé, provoquant les rires dans la salle. Pourtant, ce juge est loin d'être contre Brière. Certains le diront même partial en sa faveur, des années plus tard. Mais décontenancé, le père de famille se mure dans le silence ou répète simplement qu'il ne sait pas comment prouver son innocence. Les journaux ne manquent pas alors de le dépeindre comme un indifférent au sort de ses enfants, renforçant l'impression qu'il est dépourvu de sentiments. Mais sait-on vraiment ce que pensent et ressentent les gens dans leur silence ? Après une semaine d'audience, le jury se retire. L'avocat général réclame la peine de mort, estimant que tuer 5 enfants est l'acte le plus abominable qui soit. L'avocat de Brière implore qu'on n'exécute pas un homme sans preuve formelle. Mais le 24 décembre, la décision tombe. Brière est reconnu coupable à l'unanimité, avec préméditation. Il est condamné à mort. La salle se fige dans un silence, puis éclate, pleine de chuchotements. Brière, blême, n'a qu'un mouvement de recul comme s'il s'attendait à cette sentence. On note le monstre de Corancès condamné à l'échafaud.
Voilà ce que titrent enfin les journaux. Certains affirment qu'il n'y a jamais eu l'ombre d'un doute, d'autres évoquent la crainte d'une possible erreur judiciaire, faute de preuves irréfutables et d'aveux. Mais la majorité l'emporte, on a trouvé le coupable, c'est un infanticide sanguinaire et la France réclame la tête du monstre. Aussitôt, la controverse se déchaîne. La Ligue des droits de l'homme, menée par l'avocat Trarieux, appelle à la prudence, rappelant la hantise de l'erreur judiciaire après l'affaire Dreyfus. Les conservateurs, à l'inverse, jugent qu'il faut exécuter la justice sans trembler, arguant que la clémence républicaine encourage le crime. On a vu ce que ça a donné avec ce traître de Dreyfus, hein. Voilà ce qui se dit dans l'Assemblée. On voit éclore des titres comme « De Dreyfus en Brière » pour dénoncer l'influence d'un courant d'opinion qui doute de tous les verdicts et qui essaie de faire douter le reste du pays. Entre-temps, Brière, dans sa prison, aurait confié à un surveillant qu'il n'avouerait jamais un crime qu'il n'a pas commis. Ou est-ce un dernier mensonge ? Chacun se positionne. Les journaux se délectent de cette posture dramatique. Le recours en appel est déposé et on sollicite même la grâce présidentielle du président Loubet. On se quitte sur un village de Coransaises, soulagé d'avoir vu la justice aboutir. Ou presque. Les uns disent qu'on le guillotine et qu'on n'en parle plus. D'autres, plus rares, murmurent « Sommes-nous certains qu'il est coupable ?» Partout, la presse commente. Les pour, les contre sont plus affirmés depuis que le verdict est tombé. L'affaire n'est pas terminée, car la grâce présidentielle, si elle est accordée, pourrait changer la donne. Brière pourrait alors échapper à la guillotine, mais continuer de croupir en prison ou ailleurs. Certains crient au scandale « On veut nous refaire le coup de l'affaire Dreyfus ». Les tensions politiques s'en mêlent et les blessures se rouvrent. L'issue inattendue de cette affaire vieille de presque 125 ans va créer un parallèle brûlant avec l'affaire Dreyfus et créer une longue traîne médiatique qui s'étalera jusqu'à la mort du condamné, voire même au-delà. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir le 3e et dernier épisode de cette saison 20 de Crimes oubliés, consacré à l'affaire Brière.